lances une formation, boum, tu fais 100 000 balles direct, c'est l'euphorie. Tu te dis, waouh, j'ai trouvé la nouvelle pépite, je vais être le prochain Xiaomi, on va faire des dizaines de millions, ça va être extraordinaire. La réalité, c'est que non, t'as juste capitalisé à court terme sur une endurance chaude que tu travailles depuis 6 mois ou un an. Ton positionnement quand tu vas passer d'un stage à, imaginons, 100K par mois, va pas forcément être le même quand tu passes un stage à 500K par mois, à 200K par mois ou à 1 million par mois. Le décès de mon père, c'est horrible de dire ça pour certains, mais c'est indirectement le plus beau cadeau qui m'est fait et peut-être une des plus belles choses qui me soit arrivée dans ma vie. La base pour réussir en entrepreneuriat, c'est d'être toujours en quête de nouveaux apprentissages. Alors chaque semaine, je t'emmène avec moi à la rencontre des meilleurs entrepreneurs du game. Je m'appelle Benoît Dubos, cofondateur de Scalezia, et comme toi, j'étais vraiment pas prêt pour cet échange. Let's go! Alors c'est marrant parce qu'il y en a un de nous deux qui débarque de l'avion, qui a passé la nuit à voyager, et pourtant c'est l'autre qui a l'air complètement jet-lagué. Comment tu fais? T'as l'air complètement frais, on dirait que t'as dormi 9 heures d'affilée. Ouais. Disons que j'ai l'habitude de voyager et ouais, je fais tout pour optimiser en fait moi, mon business d'abord, puis ensuite moi, parce que j'avais fait un constat, tu vois, pendant longtemps entre 2019 et 2021, presque 2022, où finalement je cherchais à optimiser constamment chacune des variables de mon business, de mes équipes, etc., mais je m'étais un petit peu oublié. Sur le plan santé, sur le plan perso également, équilibre. Et aujourd'hui, je mets beaucoup d'énergie, beaucoup de réflexion aussi, beaucoup d'intention dans le fait de m'optimiser aussi moi-même. Et c'est pour ça en fait que du coup t'as cette impression, parce que ouais, effectivement aujourd'hui tu vois là j'ai cet épisode et merci beaucoup pour l'invitation. Ensuite j'enchaîne sur 2 autres rendez-vous. Ce soir on a un event, on est 230-250. Ensuite à 22h j'ai un restaurant important. Demain matin à 7h je me lève, j'enchaîne. Donc je suis obligé, si tu veux, d'optimiser mon énergie et c'est quelque chose d'important pour moi. Qu'est-ce que t'as mis en place pour t'optimiser justement? Du tracking, de la connaissance de soi, beaucoup d'A/B tests. Tu vois, comme t'as tests sur ta base mail ou des choses comme ça où t'as ton opt-in page. Beaucoup d'A/B tests. Typiquement, je sais quoi manger, quand le manger. Je calcule mes calories. Je m'hydrate de façon régulière, spécifique. Je prends des compléments alimentaires selon mes carences et selon mes besoins. J'ai fait plusieurs prises de sang pour justement voir ce qui me va, ce qui me va pas, ce dont j'ai besoin ou pas. Je fais beaucoup de sport, 5 fois, 6 fois par semaine, différents sports, pas juste de la salle, mais aussi du cardio, des choses comme ça. Je fais attention à mon sommeil, je traquais beaucoup pendant longtemps mon sommeil, avec les heures auxquelles je dois dormir ou pas, qu'est-ce que je dois manger avant de dormir, comment je me comporte dès le réveil, mes routines du matin justement, qu'est-ce que je mange au petit déjeuner. Même là, tu vois, pendant une semaine, je suis en immersion avec différents clients dans un endroit ou autre où j'ai pas maîtrise sur ce que je peux manger. J'ai fait un brief complet à la personne qui organise justement pour ce que je veux manger au petit déjeuner, parce que je sais que sinon je ne suis pas dans les dispositions optimales pour faire de la surperformance, que ce soit pour moi ou pour les personnes qui m'attendent au rendez-vous. Donc ouais, j'ai mis pas mal de petites choses comme ça en place alors ça fait un peu militaire et hyper cadré, mais en fait je prends du plaisir dans cette discipline et je l'impose pas à mon entourage. Ça c'est hyper important aussi, pas imposer tes trucs à ton entourage. Tu prends tes propres responsabilités, en fait, tu t'organises en fonction. C'est ça. Mais je te rejoins à 1000%, ça me fait plaisir qu'on en parle. Ça me fait plaisir qu'on ouvre là-dessus parce que, on en parlait juste avant de lancer l'enregistrement. Ouais. On parlait de sport, on parlait de fitness, etc. Et, c'est quelque chose dans lesquels les gens, nous rejoignent assez peu d'une manière générale. Ouais. Les gens se projettent assez peu là-dedans, connaissent assez peu, t'as vite d'a priori aussi. Et, cette notion de suroptimisation, enfin, ce qui va être perçu comme de la suroptimisation par les autres, exactement comme toi, je le perçois plutôt comme une liberté au final. Une liberté déjà de pouvoir surperformer par rapport à un soi sous-optimisé. Et puis aussi tu parlais par exemple de calculer les calories. Ouais. En fait j'ai jamais été autant libre dans mes choix d'aliments, dans mon alimentation, que depuis que je calcule mes calories à titre perso. C'est ça. Parce que je sais que au sein de ce total-là, je peux potentiellement, je peux me faire plaisir dans une certaine mesure sans nuire à mes objectifs. Et là, typiquement, ça fait, pareil, ça fait 2 semaines là qu'on est en déplacement. On enchaîne entre les Scalesiades avec toute l'équipe, etc., au site, avec les cofondateurs, les enregistrements. Là, je le sens sur mon entre guillemets, mon bien-être. Je le sens sur, dans ma physiologie, en fait,
que là, ouais, cette sous-optimisation, forcément, j'ai été obligé de rogner dessus. Bah, mon corps n'apprécie pas et je le sens sur mes performances. Je te rejoins à 1000%. Et je pense qu'il faut vraiment l'essayer, en fait, pour s'en rendre compte. C'est ça. Et c'est même une question de cohérence. Tu vois, parce que, au même titre que, imaginons, tu attaches une importance particulière à l'aspect finance de ta boîte, ça viendrait pas à l'idée de te dire, OK, bon, moi, je vais optimiser chacune des variables dans ma boîte pour justement avoir mon besoin en fonds de roulement qui est parfait, ma trésor qui augmente tout le temps, une vraie visibilité derrière. Et par contre, sur ton perso, ta gestion catastrophique, tu payes pas tes factures, t'as aucune visibilité, t'es endetté comme pas possible. Et ça viendrait pas à l'idée. Tu vois, une personne qui est... En fait, j'estime, comme tu fais une chose, c'est comme tu fais toutes les choses. Et ça, c'est une des leçons qu'on m'avait partagées qui est extrêmement importante. Et tu vois, j'utilise souvent une analogie toute bête, mais qui est élémentaire. C'est, je sais pas toi, mais je crois que oui, t'es papa, donc j'imagine que tu es en couple. Et du coup, tu vois, moi je suis en couple aussi. Et des fois, t'as 2-3 potes qui me disent, ouais, est-ce que t'es sérieux en couple? Est-ce que tu trompes ta copine? Et je lui dis, tiens, moi je suis un peu choqué quand j'entends cette question. Je dis, non. Pourquoi t'es choqué quand t'entends cette question? Bah, c'est simple. Si je suis en capacité de tromper la personne avec qui je partage ma vie, je suis aussi en capacité de tromper mes associés, je suis aussi en capacité de tromper mes amis, je suis aussi en capacité de tromper ma propre parole, ma propre dignité. Donc, comme tu fais une chose, c'est comme tu fais toutes les choses. Et du coup, c'est pour ça que je me suis dit, bon, bah, si j'optimise constamment ce que je fais dans mon business, dans celui de mes clients, et même j'optimise aussi la vie de certains de mes clients, il faut que je commence à le faire pour moi. Puis après, bah, tu te rends compte de tous les avantages qu'il y a derrière. Donc, voilà, tu les appliques. Et tu parlais de tes clients. Ouais. Aujourd'hui, comment tu te présentes? C'est une bonne question. C'est une bonne question. Alors du coup, pour la petite histoire, moi j'ai toujours été, on va dire, à mi-chemin entre devant la scène et derrière la scène. C'est-à-dire que j'ai d'abord créé une agence de marketing digital basée en Suisse, à Lausanne, puis ensuite à Genève, où on avait différentes typologies de clients, du business physique au business en ligne. Et là, j'ai découvert justement le marché du business en ligne et la scalabilité de ce marché, que ce soit sur un marché francophone ou un marché à l'international. Donc, on a eu plusieurs clients comme ça, on les a amenés à un certain niveau. Donc, moi, ce que je faisais, c'est du consulting pur, puis de la prestation de service. Pour ce type de business, la facturation était très simple. Au départ, vu qu'on devait faire nos preuves, on leur a dit, bon, bah, on prend 50% des bénéfices de ce qu'on vous fait générer, en plus de ce que vous générez déjà. Ça nous a permis de faire nos faits d'armes, accompagner 2-3 personnes à 500 000, 1 million, 2 millions, 5 millions, etc. Donc, ça nous a créé aussi une belle trésorerie. Puis ensuite, j'ai appliqué ces mêmes stratégies à moi-même. Donc, j'ai créé un écosystème qui s'appelait leconsultant.fr à l'époque, qui a été entre 2018 et 2020 l'écosystème numéro 1 en francophonie pour aider les consultants, coachs et prestats de services à se développer. J'ai fait différents séminaires. À ce moment-là, j'avais écrit mon premier bouquin, etc. Puis, fin 2019, début 2020, je voulais arrêter d'accompagner que les consultants et accompagner tous les entrepreneurs. Donc, j'ai fait l'acquisition du nom de domaine entrepreneurs.com. Après moult négociations avec mon associé qui a super bien géré justement les négociations avec un mec qui avait le nom de domaine depuis plus de 23 ans. C'était un broker de nom de domaine, etc. On a fait ce lancement en avril 2020. Et aujourd'hui, entrepreneurs.com, que je développe encore aujourd'hui, est un écosystème qui a aidé plus de 10 000 entrepreneurs à se développer. Aujourd'hui, on ne s'adresse plus que à des entrepreneurs avancés, donc intermédiaires ou avancés, c'est-à-dire entre 5 et 10 000 euros par mois minimum. C'est vraiment le premier niveau de typologie de client qu'on peut accompagner, où tu as déjà validé ton product market fit, ton marché, il est réceptif à ce que tu fais, à ton offre, tu as une vraie stratégie, mais tu sais pas comment scaler justement. Et des clients plus avancés, ça va jusqu'à la boîte cotée, ça va jusqu'à des clients qui ont entre 10 et 500 collaborateurs, entre 50 et 500 000 ou 1 million d'euros par mois, voire bien plus. Ça dépend. Donc aujourd'hui, moi, je me présente comme étant consultant essentiellement, à la tête de entrepreneurs.com, où on a mis tout un écosystème, où on a une trentaine de personnes, où on accompagne justement les entrepreneurs à se développer. Et puis en fait, au fur et à mesure de ces 7 dernières années, grâce à ce business model de consulting, j'ai eu des opportunités de création de sociétés pour nourrir tout un écosystème ou d'entrer au capital. Donc, je suis au capital d'une dizaine de sociétés dans le portfolio global qui ont une cohérence, en fait, les unes aux autres. Certaines, j'en suis sorti, comme par exemple, j'avais un cabinet d'expertise comptable basé ici à Paris, une boîte dans l'immobilier qui était à Lyon et qu'après, on a déployé sur toute la France. Donc ça, je suis sorti, j'ai vendu mes parts, etc. parce que ça n'avait plus de cohérence par le fait que j'avais déménagé, par le fait que j'avais mis en pause certaines activités, etc. Et aujourd'hui, je suis plus essentiellement sur du digital, du online,
de la prestat de service, de l'investissement également, un petit peu de Web3, crypto. J'ai fait un virage crypto vers 2021 justement. Donc voilà pour me présenter rapidement. Ok. Et là aujourd'hui, niveau chiffres, ça donne quoi? Niveau chiffres, alors c'est difficile à évoquer. Je vais te donner uniquement les chiffres liés à mes activités personnelles, ce que moi je gagne à la fin, même si c'est du chiffre d'affaires. Mais bon, après, on a énormément de marge. On est entre 200 et 600 K par mois. Après, ça oscille. Parce que des fois, des fois, ça oscille même plus à la hausse qu'à la baisse, dans le sens où des fois, tu as des opérations intéressantes où tu vas rentrer beaucoup d'argent d'un coup. Parce qu'il y a un event, parce qu'il y a un mastermind que tu lances, parce que il y a une opération particulière ou autre. Et après, tu as toutes les autres boîtes autour de l'écosystème qui génèrent en moyenne, donc il y en a 7 à l'heure actuelle qui génèrent en moyenne entre 80 et 200 000 euros par mois chacune, également de chiffre d'affaires avec une marge globale de 30%, parfois plus, parfois moins, mais 30% c'est la moyenne basse du coût de celle-ci. Et à côté aussi, je fais pas mal de consulting, mais ça c'est plus pour le plaisir. Où là aussi, donc ça c'est du bénéfice direct, vu que je suis le seul à délivrer ces consulting, mais je les trie sur le volet. Ça fait à peu près 50 à 80 000 euros par mois. Donc au cumul, c'est assez c'est intéressant, mais ça reste du business à cash flow essentiellement. Et je suis en train de mettre en place des pions, des billes, des choses, que ce soit en termes d'investissement en argent ou en temps, sur des boîtes qui ont plus de potentiel à long terme, qui vont générer peut-être moins d'EBITDA, moins de cash directement à la fin de chaque mois, etc., et être moins rapidement aussi rentable, mais long terme et valorisé derrière. Là, t'as un portfolio qui commence à pas mal s'étoffer. T'as parlé des sorties que t'as faites parce que faute de cohérence. C'est quoi tes raisons décisionnels qui te permettent de sélectionner une opportunité au détriment d'une autre? Indicateur financier, indicateur sectoriel, etc. C'est quoi ton prisme? Ouais, c'est extrêmement intéressant. Bonne question. T'as plusieurs, il y a plusieurs éléments. Le premier, c'est la cohérence avec le reste de l'activité. C'est-à-dire que moi j'ai une chance, c'est qu'en plus de développer ces différentes boîtes, je développe mon personal branding depuis maintenant plusieurs années. Donc on a le podcast, on a les réseaux sociaux, on a le livre, on a différentes choses, on a la chaîne YouTube. Donc si tu veux, tout de suite j'ai un vrai effet de levier sur ces boîtes parce que j'ai cette visibilité. Là c'est le premier point. Le deuxième point, c'est je pense mon asset le plus important parce qu'aujourd'hui je fais quasi plus rien dans l'opérationnel d'aucune boîte ou très peu. C'est mon réseau. Et j'ai un réseau qui fait que quelle que soit la problématique à laquelle tu fais face, ou quel que soit le talent dont tu as besoin, en général, je trouve la personne ou je trouve la personne qui me trouve la personne en l'espace de 24 à 48 heures. Du coup, ça, c'est est-ce que par rapport à mon réseau et par rapport au potentiel de la boîte, ça peut fitter. Et si ça peut fitter, là, je vais dire, OK, feu vert par rapport à ça. Ensuite, le point le plus important peut-être aussi, lorsque je vais me dire, OK, est-ce que je reste en consulting avec cette société ou je fais une proposition de deal equity où je rentre au capital directement et je fais ce qu'il y a à faire. C'est le feeling avec le dirigeant en question. C'est lui qui va opérer la boîte au quotidien et sur les années qui vont suivre. Et aussi la croyance que j'ai en lui. Est-ce que je vois vraiment son potentiel? Est-ce que tous les red flags sont supprimés et tout est au green flag ou pas? Donc feu vert ou pas. Ensuite, il y a du coup le potentiel, effectivement le potentiel économique. Mais tu vois, celui-là, il vient, je vais pas dire en dernier, mais si les 3 premiers n'ont pas été clairement validés, tu peux avoir le plus gros potentiel économique du monde. Je vais pas le faire parce que, tu vois, je te donne un exemple concret. Là, récemment, j'ai 2 potes qui veulent monter un SaaS en IA. Truc que tout le monde veut essayer de faire, tout le monde se dit je vais créer la nouvelle startup IA machin. Certains vont faire des choses extraordinaires, mais j'estime que si il y a pas les bons talents, il y a pas le bon truc, et moi je suis pas prêt à mettre le bon focus dessus, je vais pas rentrer bêtement. Par contre, leur dire ok les gars, moi je vous soutiens, pas de souci. S'il faut mettre des fonds, je suis là. S'il faut machin, je suis là. Mais parce que c'est plus amical qu'autre chose, ou s'il faut vous connecter, je suis là aussi. Bien sûr, derrière une rétribution, je vais pas le faire en mode bon samaritain, mais je vais pas être plus engagé que ça, tu vois. Donc ça, c'est hyper important. C'est le potentiel économique et le feeling avec l'associé. Et puis après, il y a concrètement la scalabilité. Parce que faire un petit peu d'argent sur un business type, je te dis une bêtise,
demain infoprenarial pour un truc qui est très facile à imager. Tu as une grosse audience sur TikTok ou n'importe quoi dans un marché de niche qui n'a jamais été exploité. Tu lances une formation, boum, tu fais 100 000 balles direct. C'est l'euphorie. Et tu te dis, waouh, j'ai trouvé la nouvelle pépite et je vais être le prochain Yomi. On va faire des dizaines de millions. Ça va être extraordinaire. La réalité, c'est que non, t'as juste capitalisé à court terme sur une audience chaude que tu travailles depuis 6 mois ou 1 an. Mais va faire de l'acquisition et va voir si t'es autant rentable, voire même si t'arrives ne serait-ce qu'à l'être. Et surtout la densité et la profondeur de cette audience. Donc comment tu vas faire pour scale? Donc il faut vraiment que le potentiel de scaling soit là, mais soit validé. S'il n'est pas validé, on va pas y aller. Et c'est pour ça qu'en fait dans mon processus de décision, en fait si tu veux, 100% des boîtes dans lesquelles je rentre au capital à un moment donné ou à un autre ont été mes clients. Et du coup, soit j'ai démarré avec eux sur un audit, ils ont mis en place l'audit, les résultats ont été probants, mais dans 90% des cas, j'ai démarré avec eux sur un consulting d'au moins 3 mois, où j'ai travaillé avec eux pendant 3 mois. Je connais le mec, ou la nana, je connais son business par cœur. On a mis en place des stratégies pour scale, parce que les gens qui prennent du consulting du coup avec moi, ils ont déjà un business qui tourne, ils ont un plafond de verre, on va casser ce plafond de verre ensemble. Et là, du coup, je sais dire si oui ou non, il y a une potentiel de scaling, et si oui ou non, je suis la meilleure personne pour aider à passer les next steps. Donc avec tous ces éléments, et le dernier qui est un peu mon filtre sacré, si on veut, parce que ça fait partie du process, je sais dire si oui ou non, je vais pouvoir rentrer et on va pouvoir aller faire quelque chose de sympa ensemble. En général, tu rentres à hauteur de combien? Je rentre à hauteur ça dépend vraiment de l'implication, entre 10 et 30% départ. Ouais, 30%, c'est comment ça faire. Ouais. Mais en moyenne, on est sur 20%. La majorité, on est sur 20%. 30%, ça concerne 2 boîtes. C'est un contexte plus exceptionnel. J'ai aussi mis des billes dedans. C'est limite moi qui ai eu l'idée à un certain moment pour une d'entre elles de mettre en place quelque chose. J'apporte ma visibilité, j'apporte ma légitimité, j'apporte la clientèle. Donc j'ai un apport de valeur ajoutée qui fait que c'est justifié. Et ça, c'est très important pour toutes celles et ceux qui veulent faire entrer des gens dans leur boîte de cette façon-là, autrement que juste de l'investissement pur, ou ceux qui veulent, parce qu'ils ont des compétences spécifiques ou des opportunités, entrer au capital de certaines boîtes. Ne soyez jamais trop gourmand. Ça posera toujours problème à un certain moment. Les gens sont pas bêtes. On voit une opportunité au départ, c'est cool. On est tous copains, on est tous contents au départ. Mais si les planètes sont pas alignées, s'il y a une des personnes qui se sent lésée ou qui ne se sent pas parfaitement estimée à sa juste valeur et qui ne se sont pas rétribuées en conséquence, ça créera des tensions, fines ou pas, mais au fur et à mesure, la tension, elle va de plus en plus prendre de la place jusqu'au moment où ça craque, ça pète, et puis là, c'est fini, quoi. Mais c'est un truc, j'en suis intimement convaincu, c'est que les meilleures négociations, c'est pas de négociation. C'est ça. C'est-à-dire que pour moi, si t'as besoin de négocier, plus t'as besoin de négocier, plus tu vas avoir nécessairement quelqu'un l'une des deux parties qui va être obligée de rogner sur ses aspirations à elle, sur ses attentes à elle. Et ça va créer un petit embryon de frustration qui, comme tu l'as dit, va prendre de l'ampleur et peut, à terme, faire péter la relation. Ou en tout cas, l'endommager très fortement. Donc pour moi, vraiment, il y a une corrélation directe entre le peu de négociation que tu vas avoir, en tout cas la quantité de négociation et la qualité de la relation par la suite et son potentiel de dysfonctionnement. Et donc c'est un truc que tu observes de ton côté aussi? Ouais, complètement. Et j'insiste sur un point, et tu as tout à fait raison, tu fais bien de le souligner, mais tu vois, souvent les gens, quand on va leur dire pas de négociation, ils vont se dire 50-50. Par exemple, on est deux, 50-50. Non, c'est extrêmement important de quadriller la chose et d'avoir conscience que chacun dans une association, et l'humilité de le dire, vont apporter différemment de la valeur. Tu vois, moi je le vois, même avec mon associé avec qui j'ai démarré du tout début, on n'avait rien, on démarrait complet. On s'est fait confiance, on a osé. Au départ, on démarre à 50-50. Et puis au fur et à mesure, il y a un gap qui se crée entre lui et moi parce que, si tu veux, il acquiert des compétences qui sont différentes des miennes, moi pareil. Mais on a une telle relation qu'on prend tout de suite conscience de ça. Et du coup, dans certains deals, on va être en mode 70-30, ou l'inverse, ou 60-40,
où on va réajuster certaines choses par rapport au deal initial. Et c'est extrêmement important de voir la chose, d'avoir l'humilité, d'accepter. Surtout quand on est dans la posture où c'est toi qui vas perdre un petit peu de part ou des choses comme ça. Et c'est capital. Et tu vois, moi par exemple, à certains moments, c'est lui qui a pris l'initiative de se dire bah non, là j'ai peut-être moins. Et de l'autre côté, moi pareil. Où tu prends l'initiative de dire ok, on va faire entrer une nouvelle personne. Bah moi les gars, c'est moi qui vais être dilué là-dedans parce que ça ne fait pas de sens parce que j'apporte beaucoup moins. Et ça c'est hyper important et je vous encourage à faire ça si vous êtes dans cette posture et 2 à trouver des associés qui sont prêts à faire ça parce que faire preuve d'honnêteté intellectuelle c'est la base même d'une bonne relation professionnelle. Et honnêteté intellectuelle, comme tu l'as dit, humilité. Ouais. L'ego est un super outil jusqu'à ce que ça devienne un outil très très contre-productif et la clarté, ça clarifie au maximum les attentes de chacun, pourquoi on en est là où on en est aujourd'hui, donc le passif, le présent, aujourd'hui qu'est-ce qu'on a, enfin où est-ce qu'on en est, quel est le sujet et l'ambition qu'on a à titre personnel et collectivement, quelle est notre vision, qu'est-ce qu'on a envie d'accomplir ensemble, déjà clarifier tout ça. C'est ça. Et il y a aussi une grosse corrélation aussi avec la constance, avec la durée de vie de la relation à l'origine, c'est-à-dire que là, ton associé, si ça fait 10 ans que tu travailles avec lui, nécessairement, tu vas être en mesure de prendre de bien meilleures décisions. Pourquoi ? Parce que tu capitalises sur toute cette durée, donc aussi éprouver les relations au préalable. Clairement. Et ça, c'est un truc aussi. Alors, je suis pas rentré dans autant de boîtes que toi, mais quand Scalesia ou quand à titre perso, je rentre dans une boîte, systématiquement, déjà, je vais faire formuler à l'interlocuteur, à mon futur associé, ce qu'il attend de moi. Concrètement, c'est quoi tes attentes ? Moi, je ne vois pas, là, on part du principe que je ne vois pas ce que je peux t'apporter. Dis-moi concrètement ton cahier des charges, qu'est-ce que tu voudrais que je te donne ? Et ensuite, mettre en place une clause de satisfaction. Donc, faire la liste de ce qui ferait que potentiellement la relation serait fructueuse, qu'on serait super satisfait et qu'on puisse continuer de bosser ensemble. Mais inversement, quelles seraient les implications qui feraient que on ne serait plus satisfait de la relation ? Donc, quels seraient les critères de cette insatisfaction ? Et derrière, quel serait le plan d'action pour sortir de la collaboration si demain on se rendait compte que ça ne marchait pas ? Parce que la pire chose, c'est de pas justement prendre le préalable de ça et que en fait, t'es une superposition entre la collaboration et la relation. Moi, le pire truc, c'est qu'une collaboration pas fructueuse mette la fin à une relation. Je supporterais pas. Et donc moi, mon objectif, c'est quoi ? C'est de faire en sorte de bien scinder les deux et de me dire, ok, là, on est en train de mettre le cadre pour que demain, si on arrête de bosser ensemble, on puisse continuer d'être potes, on puisse continuer d'envisager potentiellement d'autres collabs par la suite. Et si tu fais pas ça, t'as très très vite fait de faire un imbroglio des deux et là, tu perds du monde, quoi. Ouais. C'est problématique. Ouais, c'est super intéressant parce que tu évoques une façon, on va dire, plus simple et moins formelle de faire un pacte d'associés. C'est exactement ça, mais là, en mode gentleman agreement, en fait, quelque part, tu ratifies les choses de façon moins formelle aussi. Parce que le problème du pacte d'associés à titre perso, c'est un truc que j'ai remarqué. Ce côté-là très formel, très verbeux aussi, très rédigé, va faire que tu vas pas y accorder, ça va pas avoir l'impact opérationnel que tu vas avoir avec quelque chose de beaucoup moins rédigé, beaucoup plus synthétique en fait, beaucoup plus informel aussi, mais qui va avoir un vrai poids en fait business et un vrai poids relationnel en fait en tant que tel. Pacte d'associés, voilà, c'est quand même ça reste et puis ça reste quelque chose de juridique. Tu juridicises quelque chose, une relation qui a pas forcément lieu d'être. Par contre, pour moi, c'est fondamental d'avoir systématiquement un pacte d'associés en superposition. Bien sûr, bien sûr. Qu'est-ce que tu parlais, tu fais beaucoup de consulting. J'imagine que t'as dû accompagner, ça doit se compter en dizaines voire centaines de clients. Centaines. Est-ce que tu vois des patterns, un petit peu des récurrences au niveau des problématiques rencontrées? Ça dépend vraiment de la typologie de business. Souvent, en tout cas, ce que je vois, c'est que les gens souvent ont déjà les informations, ont déjà les stratégies, mais il leur faut soit une confirmation, soit un truc en plus d'un point de vue mindset, même si le mindset, c'est un mot qui a été tellement souillé que des fois, j'aime pas trop l'emprunter. Mais donc ça, c'est le premier point. Souvent, le problème, il est dans la tête, ou dans les croyances, ou dans des peurs, ou dans des choses qui sont pas forcément conscientes, d'une part, et pas forcément rationnelles. Même chez des entrepreneurs qui font déjà des millions, quoi. Ouais, clairement. Et même des fois, plus
qu'on pourrait le penser, tu vois. C'est assez dingue. Et le deuxième point, souvent, c'est que les gens arrivent et te disent « j'ai une problématique de trafic. J'ai pas assez de visibilité. J'ai pas assez de leads. J'ai pas assez je suis pas assez visible sur mes canaux d'acquisition. J'ai pas assez de reach, etc. » Et en fait, on se rend compte dans 90% des cas qu'on vient solve liés à l'acquisition, à la visibilité, c'est qu'on vient pas traiter les canaux d'acquisition au départ, on vient traiter l'offre avant tout, le positionnement. Et souvent, les gens pensent qu'ils ont un problème d'acquisition, mais ils ont d'abord un problème de positionnement lié à leur offre ou lié au travail en amont qui n'a pas forcément été fait comme il le faudrait. Parce que ton positionnement, quand tu vas passer d'un stage à, imaginons, 100 cas par mois, va pas forcément être le même quand tu passes un stage à 500 cas par mois, à 200 cas par mois ou à 1 million par mois. Et ça, c'est hyper important. Et pareil pour les stages inférieurs. Ensuite, un point qui est extrêmement important, souvent, c'est des vrais problèmes de délégation. Mais pas le fait d'accepter de déléguer, c'est le fait les gens partent vraiment avec un a priori négatif de la délégation et se disent je vais pas trouver mieux, enfin je suis toujours mieux servi que par moi-même, je sais pas comment recruter, j'ai eu des mauvaises expériences dans le passé, etc., etc. Et vont recruter vite et virer lentement. Alors qu'il faut faire l'inverse. Il faut recruter lentement et virer vite. Et ça, c'est la réalité, que ce soit sur du salarié ou du prestat ou peu importe, ou du CDD, enfin peu importe le schéma que vous préférez, que vous utilisez, c'est capital et c'est souvent le cas. Et au même titre que demain tu lances une nouvelle offre, quelle qu'elle soit, tu vas réfléchir, tu vas faire un copywriting, tu vas identifier ton avatar, tu vas faire une belle page de vente, tu vas peut-être même faire une VSL ou une vidéo ou peu importe. Tu vas faire un script de close, tu vas faire un truc stylé, tu vois, normal, parce que tu te dis ma performance en dépend. Alors que demain, la plupart des gens veulent recruter quelqu'un, ils vont faire OK, bon bah je veux ce poste, ils savent même pas si l'intitulé du poste c'est vraiment le bon, ils savent même pas c'est quoi le nombre d'heures réelles que la personne va vraiment travailler. Le salaire c'est plus ou moins approximatif, c'est pas basé sur ce qu'elle mérite ou ce qu'elle va produire, c'est plus ou moins sur ce qu'elle pense que c'est bien et qu'elle peut potentiellement accepter. Les tâches, tac, et puis les prérequis, et puis avantages si besoin. La réalité, c'est que tout le monde s'en fout d'une fiche de poste comme ça. Tu vas pas attirer des A-players, tu vas pas attirer des talents si ton truc il est pas sexy. Et ça, c'est hyper important. Donc ça, c'est vraiment un point noir. Ensuite, c'est le fait de supprimer l'inutile. Souvent, les gens qui viennent, et peut-être t'as ce constat aussi, ils mettent en place plein de trucs dans leur business et beaucoup trop de choses. Il y a trop de funnels d'entrée, il y a trop de pages, il y a trop d'offres, il y a trop de canaux d'acquisition et il y a rien qui est vraiment parfaitement maîtrisé, il y a rien qui est parfaitement exploité à son plein potentiel comme il devrait l'être. Et finalement, la plupart des gens, ce qu'ils devraient retenir, c'est que si tu as un seul positionnement, une seule offre, un seul canal d'acquisition, un seul canal de rétention, une seule stratégie de rétention, une seule stratégie de conversion, et que tu focuses toute ton énergie là-dessus et que tu es sûr que ton product market fit il est bon, que ton marché il est bon, que tu as mis tous les voyants en vert en amont, mais c'est un truc, c'est très facile de faire 1 million, 1,5 million, 2 millions à l'année avec ce type de schéma, quel que soit le marché, que tu fasses du make money online comme la parentalité, comme de la santé, comme n'importe quoi, peu importe le truc, tu vends de la formation, du SaaS, de la prestat de service, du produit physique, du e-com, du online, peu importe. Et la plupart des gens, en fait, au lieu de se donner les moyens d'aller vraiment en profondeur sur le sujet, de rester concentré, focus sur un seul sujet, vont avoir plus de facilité à du coup avoir une discussion avec quelqu'un et se dire « Ah, tiens, et si je mettais ça ? Ah, mais en fait, c'est ça qui me manque. Ah, mais en fait, machin. » Ils sont occupés à mettre en place d'autres trucs alors qu'ils n'ont pas fini de mettre en place ce qu'ils devraient vraiment mettre en place. Et c'est, tu vois, ces quelques éléments-là qui me viennent spontanément là comme ça en tête, que j'ai envie de mettre en lumière. Mais le plus important, en fait, c'est de comprendre que le business, c'est un système interconnecté où l'élément le plus faible de ton système, le plus weak de ton système va tirer et niveler vers le bas les performances globales de ton système. Un peu comme dans une équipe de foot. Tu peux avoir les meilleurs attaquants, etc. Mais si ta défense elle est nulle, tu perdras quand même ton match. Donc ça, c'est hyper important de le comprendre et que du coup, c'est propre à chaque business. Il n'y a pas un business qui est le même que l'autre en termes de problématiques et en termes de solutions, naturellement. Et c'est en prenant en compte tous ces éléments que j'ai pu évoquer, qu'on peut évoquer sur Internet, qu'on peut voir à gauche, à droite, et les prises de hauteur et de prises de conscience qu'on peut faire, que là, tu vas te dire, OK, qu'est-ce que je dois mettre en place maintenant? Et
On en vient, je rebondis sur un point qui est fondamental, c'est la notion de défocus. En tout cas, pas forcément de défocus, mais d'absence de focus. Comme tu l'as dit, le fait d'avoir 1 milliard de canaux potentiels, d'avoir 1 milliard d'hypothèses, en fait de lignes de pêche, mais qu'en fait dont tu vas pas t'occuper tant que ça, et qui va te faire passer à côté d'opportunités. Et c'est quelque chose de contre-intuitif de se dire, ok, non, l'objectif c'est d'en faire le moins possible et de le faire le mieux possible. Exact. De faire toujours un petit peu mieux d'une semaine à l'autre, voire même d'une journée à l'autre, dans cette itération constante. Cette idée de une proposition de valeur, enfin une solution à un problème, un canal et un persona. Ouais. Et de te concentrer là-dessus. Et de tout faire en fait pour être le plus prolifique sur chacun de ces points. Bah c'est contre-intuitif en fait, parce que t'as par peur de manque, en fait, tu pars dans une logique d'abondance et de surabondance où tu veux multiplier, en fait, tes points d'entrée. Et non, en fait, tu crées de la dilution. Et tu t'interdis de performer ou de surperformer suffisamment dans un seul de ces canaux. Et ça, c'est assez problématique. Et, tu parlais de cash flow tout à l'heure. Comment tu t'assures d'avoir d'un bon cash flow chez tes clients, dans tes boîtes, etc. Parce que le nombre de, déjà, à titre perso chez Scalesia, il a suffi d'une bonne décision pour tout changer, mais par contre, avant celle-ci, c'était très compliqué, niveau cash flow. C'est quoi ton take par rapport à ça? Alors, là, on s'attaque à une vraie problématique. Elle fait mal, celle-là. Elle fait vraiment mal. Surtout que, tu vois, j'ai eu autant des business ultra rentables avec de l'organique où tu prends le cash directement et t'encaisses avant la presta. J'ai eu des business où on faisait du CPF et j'ai eu par exemple à un moment donné 1 700 000 € de dossiers qui ont été sautés complètement. Tu dois payer tes closers, t'as payé ton acquisition. En plus de ça, t'attends des fois 60 jours, 70 jours pour ça. Puis du coup, tu l'as dans le baba. Ils ont sauté. Sauté complètement, supprimé. Pourquoi? Vice de forme ou... On était adossé à un organisme de formation sur lequel j'avais pas la maîtrise. Classique. Et du coup, il y a eu effectivement des problématiques dans cet organisme et tous les dossiers ont sauté. On a pu en récupérer quelques-uns, mais c'était anecdotique. Donc, tu vois ça, un autre business qui était l'agence immobilière où là, tu fais de l'acquisition, tu ramènes des gens, tu les closes, mais tu payes ton acquise. En plus, c'est une valeur client qui est assez élevée, tu vois, entre 8 et 20, 30 000 € parfois, si tu inclus les travaux, etc., les commissions, etc. Donc, tu peux te permettre de spend, mais du coup, il te faut un BFR énorme. Et ceux qui sont dans l'immobilier le savent, entre le moment où tu acquiers ton prospect et le moment où tu vas avoir la signature de l'acte authentique et donc la commission notaire, il se passe des fois 6 mois, 8 mois, 9 mois, et encore, ça c'est si tout se passe bien. Donc, effectivement, c'est une problématique que dans les boîtes de mes clients comme dans mes propres boîtes, j'ai pu constater à de nombreuses reprises et j'ai pu subir aussi à de nombreuses reprises. Du coup, premier point, il faut adapter sa stratégie de gestion de ta trésorerie et de ton cash à ton business model. Tu vas pas du tout gérer ton business de la même façon. Si tu collectes le cash directement et ta customer journey, elle est très courte et tu fais de l'acquise et le jour même, limite, t'es rentable que si t'en as pour 6 mois avant d'être rentable. C'est le premier point. Le deuxième point, tu vas utiliser des outils. Il y en a énormément aujourd'hui sur Internet où tu vas pouvoir connecter justement ton Stripe, ta banque, ton PayPal, etc. Où tu as tout le cash collecté qui va pouvoir être directement sur cet outil avec tes courbes, tes entrées, tes sorties et tes prédictions de trésorerie derrière. Notamment, par exemple, si tu sais que tu payes ton loyer tous les 3 mois, boum, tu sais que là, tu auras déjà une prédiction de trésorerie par rapport à ça et c'est hyper important. Ensuite, toujours faire tous tes scénarios sur le côté le plus pessimiste possible. Surtout quand c'est des prédictions et des scénarios, le plus pessimiste possible. Avoir un matelas de sécurité, ça me paraît la base. Combien de temps de renouer minimum pour toi? Je dirais au moins 3 mois, 3 à 6 mois, minimum. Et là, tu es potentiellement sur du flux tendu déjà, et puis tu peux pas trop réagir en cas de besoin, ni sauter sur des opportunités. Donc ça, c'est vraiment capital. Et du coup, les gens qui se disent ouais mais bon c'est bien beau de dire ça, comment tu fais pour avoir ce matelas de sécurité? Parfois il faut accepter de défocus de sa vision et de sa mission globale de sa boîte pour réussir à créer sur des moments éphémères de son année ou autre une business unit différente que tu vas l'appeler ta business unit cash flow purement, et tu vas tirer la manivelle et puis boum, tu vas imprimer du cash
directement. Et ça peut être, tu vois, par une opération type formation, type mastermind, type une prestation spécifique que tu ferais pas forcément sur n'importe quoi et autres. Donc ça c'est hyper important. Et ensuite, il y a toutes les actions dormantes que la plupart des gens ne font pas forcément, qui sont la vraie gestion de tes impayés. Ça, c'est un vrai problème, tu vois, la vraie gestion de tes impayés. Il y a beaucoup de gens, on n'en parle pas assez, ça, des impayés, mais comment tu gères tes impayés? Quel est le process que tu mets en place pour tes impayés, par exemple? Ou comment tu fais pour augmenter la LTV de chacun de tes clients qui te font déjà confiance? Il est 7 à 12 fois plus simple de convertir un client déjà acquis que d'essayer d'aller faire de l'acquisition pour de nouveaux clients. Également, moi, ce que je fais à chaque fois, c'est ok, tu dépenses, imaginons une bêtise, 10 000 euros par mois en acquisition, bah dépense au moins 3 000 euros par mois sur ton organique. 30% de ce que tu dépenses en acquisition, dépense-le sur ton organique, capitalise sur ton organique. Ouais, ça prend du temps. Ouais, t'as pas tout de suite des prospects qui rentrent, mais le jour où t'en auras besoin, ils seront là, ils seront fidèles, c'est ta communauté, t'as créé un noyau dur, et puis tu peux, à nouveau, cette histoire de manivelle, réimprimer du cash en cas de besoin parce que t'as créé une relation de confiance avec eux. Et ensuite, il y a comment tu payes justement tes prestataires ou tes collaborateurs. Donc là, il y a deux écoles. T'as l'école du prestataire qui est payé en début de mois pour le mois suivant par rapport à sa prestation. T'as l'école du prestataire qui est payé en fin de mois pour le mois précédent ou en début de mois pour le mois précédent. Et puis, t'en as certains qui poussent le truc, c'est pas ce que je recommande. 60 jours. Où ils vont te payer à 60 jours, effectivement. Alors, moi, je suis pas forcément de cette école. J'en connais beaucoup qui font ça. Ça peut marcher, voilà. Mais je sais d'expérience que les prestataires, en général, surtout les bons, ne sont pas forcément très fans de cette façon-là. Par contre, moi, ce que je fais, c'est que mes prestataires, en général, je les paye début de mois pour le mois précédent. Par contre, c'est à réception de facture. À réception de facture, tout comme je mets en place des process pour que mon client, à réception de facture, il paye. Même ce que je fais, c'est l'inverse, c'est que mon client, je lui fais la prestation une fois que c'est payé. Dans tous les business sur lesquels je suis aujourd'hui, c'est tu payes la prestation, on délivre. Et ça, c'était un gros problème qu'on avait par exemple sur Numadeo, qui est notre boîte de prod, où on avait des impayés, on n'était pas rentable, on avait pas assez de trésorerie pour payer tout le monde, on se payait pas, on payait tous nos monteurs, tous nos filmmakers, tous nos CM, etc., nos chefs de projet, mais finalement, le client il payait pas, etc., la prestation elle était déjà délivrée, et c'est chaud, surtout quand t'as 100, 200, 300 clients actifs, t'as beaucoup d'argent qui doit rentrer, mais tu dois payer les gens, t'as 150 factures en impayés en attente, du coup, maintenant, c'est à compte dès le départ, paiement de la prestation, virement SEPA automatique, et ça j'invite vraiment les gens à mettre ça en place, quelle que soit la typologie de business, surtout en presta, c'est paiement avant le démarrage de la prestation. Et si tu fais des systèmes d'acompte, ouais, tu peux sur des gros deals, mais mets en place un système d'acompte où t'es déjà rentable lorsque t'as commencé à encaisser. Tu vois, si tu sais que t'as une rentabilité à 50, prends un acompte à 50, quoi. Ça, c'est un truc qui est très simple à comprendre avec le cash flow, hein. C'est le différence de ce qui va faire ton cash flow, c'est le différentiel entre la vitesse à laquelle l'argent rentre versus le différentiel à laquelle l'argent sort. Exactement. C'est tout en fait. C'est-à-dire que à CA égale, tu vas avoir une boîte qui, à cash flow pourri, ne va pas pouvoir investir dans sa croissance, qui va être toujours à la traîne, qui va toujours avoir les comptes vides, alors que les clients sont là, l'argent hypothétiquement est là, mais en fait il sort aussi vite, voire plus vite qu'il ne rentre. Ça, c'est un enfer. Ouais. En fait, ça, c'est un truc qui s'est passé avec Skelésia l'année dernière, c'est que on avait ce problème-là, on signait super bien, on faisait du CA, tout se passait bien. Le seul problème, c'est qu'on faisait le truc classique, qui était un paiement mensuel. Paiement mensuel, ça voulait dire que tous les mois, on était obligé, vu notre logique comptable, on avait une quasi-superposition entre le moment où l'argent rentrait et le moment où il sortait. Donc en fait, on n'avait jamais d'argent sur le compte. Vraiment, on avait très peu d'argent sur le compte. On avait un matelas qui était très très faible, donc précarité de fou. Enfin, c'était horrible. Et on pouvait pas investir dans la croissance. On pouvait pas. Vu qu'on n'avait pas de liquidité, on n'avait pas de free cash flow, c'était pas possible. Le seul truc qu'on a changé deux trucs.
Premièrement, on s'est mis à faire des paiements de base en une fois. Donc, paiement une fois au début de la collaboration. Et ensuite, facilité de paiement si besoin, mais à justifier par le client. Donc, paiement en une fois. Il faut justifier un paiement en 2 fois. Première moitié au début de l'accompagnement. Et ensuite, le reste à la moitié de l'accompagnement, jamais à la fin. Et ensuite, il faut vraiment qu'on discute, qu'on négocie pour aller au-delà de ça. Ça, déjà, ça a tout changé. Et le deuxième truc qui a changé, c'est que les prestataires avec lesquels on bosse, que tu sais, on a un collectif de 80, 100 experts maintenant en free. En fait, on a distingué 2 types de collaborations. Les collaborations ponctuelles et les collaborations long terme. Les collaborations ponctuelles, comme toi, on les paye le plus tôt possible. Parce que justement, on veut pérenniser la relation et on veut surtout pas être motif de précarité. Par contre, ceux avec qui on s'étend dans le temps, là, on met en place un échéancier qui fait qu'on va les payer à 30 jours fin de mois. Mais vu qu'on crée une récurrence avec eux, ça fait que ils ont systématiquement de l'argent qui rentre de notre provenance en fait. Et en fait, ces petits tweaks là ont vraiment tout changé dans notre réseau. Et en un an, on a pu doubler la taille de l'équipe. Le runway, il se constitue de mois en mois et tout. Et j'invite toutes les boîtes en fait à envisager ça, à se poser la question du paiement mensuel, à se poser la question de ce différentiel entre la célérité de la rentrée de l'argent versus sa sortie. Et en fait, quelques petites décisions comme ça peuvent tout changer à la réalité d'une boîte. Clairement. C'est hallucinant. Je te rejoins parce que nous, tu vois, notre premier produit coûte 12 000 euros. Ça dure 3 mois. On aurait pu dire c'est 4 000 euros par mois. Non, c'est 12 000 euros. Ça dure 3 mois. Et après, on peut éventuellement négocier un paiement en plusieurs fois, maximum 3 fois, et c'est plus cher, 4 400 sur 3 mois. Faut le justifier, etc. C'est particulier. Donc ça, c'est important. Et le dernier point, parce qu'une fois que tu as mis en place ce que tu viens d'évoquer, et c'est clair, c'est hyper efficace, c'est surtout pour les boîtes, notamment en France, ou dans des pays où on doit chercher à optimiser les choses, c'est de se faire quand même bien conseiller, bien accompagner par une personne compétente qui maîtrise et connaît son business d'un point de vue comptable et fiscal, parce qu'il faut bien anticiper aussi sa TVA, il faut bien anticiper ses impôts, il faut bien anticiper son URSSAF, il faut bien anticiper tout ça, et donc anticiper aussi quand est-ce que tu vas pouvoir sortir du cash pour investir intelligemment, plutôt que des fois de te retrouver combien d'entrepreneurs se retrouvent en décembre avec de la trésor, du cash, et se disent il faut que j'investisse dans un truc, et se font closer par-ci par-là et commencent à payer ou acheter des prestats. Pas dire dont ils n'ont pas besoin, mais en tout cas, ils n'auraient pas besoin maintenant tout de suite dans cette mesure à l'instant T, et ils auraient pu faire un bien meilleur usage de leur cash avec leur boîte. Et ça, c'est la réalité. Et donc, avoir quelqu'un, aujourd'hui, il y a des solutions qui sont dingues, tu vois, où tu peux avoir des sortes de DAF qui ont aussi des compétences d'experts comptables externalisées. Tu vas le payer 1 heure par mois, moins de 200 euros, et c'est vraiment des personnes super compétentes plutôt que de payer un DAF 5-6 000 euros non chargés par mois. Donc c'est assez dingue, et ça, j'invite vraiment les gens à le faire. C'est pour ça que nous c'est le choix qu'on a fait. On bosse avec une DAF qui est extrêmement compétente, 2-3 jours par mois. Elle fait un taf formidable, et effectivement il y a pas besoin de plus pour l'instant, en tout cas. Après, forcément, quand tu commences à atteindre des ampleurs de scale, c'est important d'avoir quelqu'un full time, mais ça suffit dans un premier temps. Et pareil, pas se délester, mais en tout cas se faire accompagner le plus tôt possible sur ces questions. Pourquoi? Parce que c'est des facteurs, c'est des compétences à haut facteur risque, et une petite erreur peut avoir ou une petite inattention peut avoir des conséquences vraiment pas ouf. Donc c'est pas comme du marketing, quoi. Là, t'es sur une science dure, t'es sur une science du chiffre, donc il vaut mieux éviter les dingueries. Je propose de changer un peu de sujet. T'as un podcast qui s'appelle Le Déclic. Ouais. Qui est trop cool d'ailleurs, que j'écoute très souvent. Ça a été quoi ton déclic à toi? Déjà, merci. Il faut que tu passes sur le déclic en plus, parce qu'on doit découvrir le tien aussi. Mon déclic, alors il y en a eu plusieurs, mais en fait, si tu veux, mon déclic, c'est plus ou moins un comportement que j'ai eu suite à une accumulation de choses. Donc moi, j'étais un cancre à l'école, je me retrouve à l'usine, j'ai pas de grand diplôme, rien me prédestinait à entreprendre, j'étais quelqu'un d'extrêmement timide, introverti, je faisais 30 kilos de moins, j'avais des boutons plein la face, je m'habillais mal, 18 ans toujours puceau, des lunettes rondes, j'étais la victime à l'école. Enfin, tu vois, j'étais pas du tout la personne que je suis aujourd'hui. Et donc j'étais dans cette usine avec mon bleu de travail,
Et je badgeais tous les jours. Et là, je vais badger le midi, je vais dans mon casier, je prends mon téléphone, j'enlève le mode avion. Et là, je reçois un message de mon grand-père. J'étais pas forcément très proche de mon père. Et je le voyais pratiquement plus. Et mon grand-père m'écrit « Salut, ton père est mort ce jour, point ». Et du coup, je vois ce message. Et moi, je continue mon process habituel comme un robot, tu vois, dans mon usine. Je vais à la cafétéria, je mets ma gamelle dans le micro-ondes, je mets 3 minutes. Puis je me dis, je vais appeler mon grand-père. Je sors sur la terrasse du truc, j'appelle mon grand-père. Là, effectivement, il m'explique, voilà, ton père était dans le coma depuis 2 semaines. Il a fait un traumatisme crânien, ça s'est mal passé. Suite à une opération, embolie pulmonaire, caillot de sang qui descend et qui passe pas. Fini, terminé. Game over. Ok. Je me dis, mince, la vie est courte, mais en fait, si tu veux, je réagis pas. Tu vois, je me dis juste mince, ok, ça marche, je vais prendre des jours de congé, puis je viendrai à l'enterrement. Donc moi, j'étais en Suisse, lui, mon père est de région parisienne. Je retourne travailler, je vois mes collègues, ils me voient un peu bizarre. Je dis ouais, mon père est mort, faut que j'aille dire, faut que je prenne congé. Et je commence à manger, tu vois. Et même eux étaient plus tristes et choqués que moi. En fait, sur le moment, je me rends pas compte, mais j'étais, si tu veux, rentré dans un mood où métro, boulot, dodo. Pourtant, j'étais très jeune, mais j'aimais vraiment pas ma vie, tu vois, au point où tous les jours, je me levais à 5h45, je prenais le train à 6h11, j'arrivais à 6h55, je badgeais à 7h à mon usine. Et tous les matins où je me disais, est-ce que c'est ce matin que t'as les couilles de te jeter sous ce train, tu vois. Donc, c'est pour te dire à quel point j'aimais vraiment pas mon quotidien. J'étais rentré dans un moule comme ça. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans ce moule, malheureusement, dans notre société. Et c'est très triste parce qu'il y a un potentiel énorme chez ces gens-là. Sans vouloir me vanter, je dis ça en toute humilité, mais j'ai su faire de jolies choses, j'ai pu aider beaucoup de gens. Et pourtant, personne n'aurait misé un seul euro sur moi, même pas moi-même. Tous mes profs me disaient tu réussiras pas, tu te sapes tout seul. Ma mère elle-même me disait tous les jours, ou presque tous les jours en tout cas, que je réussirais pas, que je faisais n'importe quoi, que j'aurais mieux fait de crever au lieu de naître, que j'étais une erreur, que c'était compliqué. Mes camarades de classe, tu vois, eux-mêmes, c'était très difficile. Et du coup, si tu veux, j'étais dans ce mood-là où, faut trouver les solutions. Et en fait, après coup, c'était pendant l'enterrement. Moi, mon père est parti quand j'avais 2 ans. Ils se sont divorcés, mes parents, quand j'avais 2 ans. Et quand il est décédé, il avait refait sa vie, même si c'était séparé. Enfin bref. Et il y avait une petite fille, ma demi-sœur, qui avait 2 ans. Et elle avait fait un petit dessin, si tu veux, pour la fête des pères. Et ils ont posé le dessin sur le cercle. Elle était même pas là. Et en fait, j'ai pas du tout réagi de tout de l'étape de j'apprends la nouvelle à là. Mais là, du coup, j'ai fondu en larmes. Parce que je me suis rappelé, en fait, que moi, quand j'avais 2 ans, aussi mon père était parti. Là, je me suis dit, putain, elle aussi, à son tour, elle va grandir sans son papa. Ça va être problématique. Et peut-être que ça va pas forcément bien se passer pour elle, etc., machin. Et je me suis dit, la vie, elle est courte. Soit tu trouves les moyens de trouver des solutions et tu fais des choses, soit tu restes là-dedans, mais tu peux pas te plaindre. Tu vois, tu peux pas te plaindre. Et les gens qui se plaignent et qui sont pas contents, pour moi, c'est juste des faibles. Parce que les solutions, elles sont là. Alors peut-être qu'ils ont un niveau d'éveil qui est limité parce que ils ont pas un bon environnement, ils ont pas lu les bons livres, etc. Mais quelqu'un qui a connaissance qu'il est possible de faire des choses, qui rate des vidéos, des podcasts comme celui-ci, qui lit des livres, ou qui a un environnement un tant soit peu motivant, et qui se plaint encore, c'est juste quelqu'un qui trouve plus d'excuses que de solutions. Donc c'est un faible. Mais c'est un choix. Tu vois, faut avoir conscience de ce choix-là. Donc moi, je fais le choix de ne pas vouloir être faible et d'assumer le truc. Et puis au fur et à mesure, je regarde, comme tout le monde, comment gagner de l'argent, comment devenir riche, comment gagner de l'argent sur Internet. Puis de fil en aiguille, je fais des trucs. Et puis après, j'ai d'autres déclics au fur et à mesure. Mais tu vois, même avant ça, j'en ai un autre où j'arrive à l'usine. Je m'étais fait pote avec un gars qui avait une 60aine d'années. Il était pas en bonne forme, tu vois. Il arrive enfin à sa retraite. Trop sympa, le gars, le cœur sur la main, vraiment fou. 2 semaines plus tard, il décède. Tu vois, je me dis, waouh, le mec, toute sa vie, il a travaillé, il a charbonné, il a jamais pris de congé, il avait le cœur sur la main, c'était un homme bon, vraiment profondément bon. Et 2 semaines plus tard, quand il arrive enfin au bout et qu'il est enfin libre et qu'il a travaillé tout ça pour sa fameuse retraite, il aimait sa femme comme jamais et il voulait absolument faire des voyages avec. C'est fini pour lui, game over.
Et là, je me dis, bon, est-ce que j'ai envie de faire ça? C'est-à-dire bosser toute ma vie dans un job que j'aime pas, faire des trucs que j'aime pas, arriver à 62, 65 ou je sais pas quoi, et puis claquer et plus avoir le temps de profiter de ce que j'ai pu construire. Non, clairement pas, j'avais pas envie. Donc après, j'ai pris les choses en main. Et voilà, c'est ça un de mes plus gros déclics, on va dire. Mais après, il y en a tout le temps, parce que la vie, elle est faite de haut, de bas, et puis à chaque fois, t'as des prises de conscience, et heureusement d'ailleurs, parce qu'on change. Je pense que t'es pas la même personne que t'étais il y a 1 an, il y a 3 ans, il y a 5 ans, etc. Moi, pareil, et heureusement d'ailleurs. Merci déjà pour cette confession, parce que il y a des origines plus simples que d'autres, on va dire. La tienne en fait pas partie de ce que je comprends. Tu t'en nourris encore aujourd'hui de cette période ou... Ouais, bien sûr, c'est une force. C'est une force. Et j'estime même que j'ai énormément de chance. Tu vois, par exemple, le décès de mon père, c'est horrible de dire ça pour certains, mais c'est indirectement le plus beau cadeau qui m'est fait et peut-être une des plus belles choses qui me soit arrivée dans ma vie. Alors, je le souhaite à personne. Je préférerais qu'il soit encore là. Demain, on me dit, on t'enlève tout ce que t'as créé, tout ce que tu as fait, et en 30 ans père, je choisis mon père, qu'on soit d'accord. Mais dans le contexte tel qu'il est aujourd'hui, ça a été vraiment un élément déclencheur, et merci la vie pour ça, ouais. Et quand t'as décidé de te lancer, ça c'est un vrai sujet, c'est comment est-ce que tu t'émancipes du brouillard, du marasme de l'instant, parce que tu l'as dit toi-même, t'étais dans une emprise quasi robotique en fait avec ton quotidien, où finalement l'émotionnel était limite complètement anesthésié en fait. Mmh. Forcément, quand t'as pas l'émotionnel, t'as pas non plus l'énergie, même du désespoir pour te lancer, pour dire ok, maintenant on va transcender ça, on va péter le truc et c'est bon, on reconstruit. Comment t'as fait pour une fois que la décision était prise, déjà ne serait-ce que trouver le temps et trouver la structure mentale, trouver la démarche correcte pour pouvoir petit à petit en fait te sortir de ce quotidien, parce que toi t'étais dans une situation qui était très loin d'être évidente, mais qui dans une certaine mesure ressemble à, dans des échelles de gravité moindres, mais à celle de beaucoup de salariés qui vont bien, outre mesure, mais qui aimeraient se sortir du salariat, aimeraient lancer leur boîte, mais qui trouvent pas justement cette structure mentale, qui trouvent pas ce truc. Comment toi t'as fait? Ouais. Déjà, il y a plusieurs trucs à prendre en compte. Le premier, c'est que ça s'est fait progressivement. Le deuxième, c'est qu'on a toujours le temps. Après, je suis un travailleur assez acharné. Donc, si tu veux, moi, tout de suite, je m'en foutais de dormir 3, 4, 5 heures par nuit. Je rentrais, je bossais, je me levais, j'enchaînais, je bossais, machin. Donc, j'ai toujours été comme ça et je suis encore comme ça aujourd'hui. C'est un truc qui a été amplifié avec le service militaire, parce que j'étais en Suisse et l'armée est obligatoire en Suisse. Ça m'a offert tellement, c'est vraiment un truc qui est génial, et je pense qu'ils devraient le remettre en France d'ailleurs. Donc il y a ça, et puis ensuite il y a, si tu veux, différentes étapes. C'est-à-dire que j'ai cette prise de conscience, je vais chercher des trucs sur internet. Ensuite, je vais rencontrer quelqu'un dans mon usine, un jeune, qui va me dire, mets-toi au sport. Fais du sport, tu verras, fais de la muscu, tu vas prendre confiance en toi, tu seras différent, etc. Donc là, je me souviens encore, tu vois, moi, j'étais tout sec une bradie. J'avais acheté le bouquin de la méthode Lafay. La classique. Et l'autre bouquin, la méthode Lafay nutrition, tu vois, j'avais le vert et le rouge, où c'était turbo rouge, et j'en avais un autre, le jaune, je crois, pour la nutrition. Et du coup, je faisais mes dips, je faisais mes tractions dans ma cave tout seul. J'avais mis toutes mes BD, tous mes livres sur des chaises de jardin d'un côté. J'avais pas l'argent pour m'acheter une machine à dips au départ, etc. J'avais mis un balai pour les tractions. Je me faisais des 4 quarts, mais des gros gâteaux 4 quarts avec plein de beurre pour plein de calories. Et j'ai pris 20 kilos ultra rapidement, genre en 1 an et demi, 2 ans, tu vois, parce que il y avait tout à construire. Donc c'était un terrain très fertile. Bref, je fais ça, prise de confiance en moi. Puis ensuite, en fait, moi, j'ai un passif dans les jeux vidéo. J'ai beaucoup joué aux jeux vidéo. Pendant 8 à 12 ans, je jouais 15 heures par jour aux jeux vidéo. Et du coup, un jour, je reçois un message d'un pote. Ouais, viens, je dois te présenter quelqu'un, je dois te montrer un truc. Et moi, je pensais que c'était un truc lié aux jeux vidéo. Je te connaissais que par rapport à ça. Et donc, je vais sur TeamSpeak ou TeamViewer ou je sais pas quoi.
un canal comme Skype ou peu importe. Et il me présente un gars et il me dit j'ai une opportunité pour toi. Et là, en fait, il me vend un MLM. Donc, multi-level marketing de réseau, type Tupperware, Amway, des choses comme ça. Et moi, je suis direct en mode c'est pyramidal, c'est une arnaque, c'est machin. Mais en fait, quand t'as tellement rien à perdre, tu te dis mais et si en fait ça marchait? Et si en fait c'était vrai? Parce que sur Internet, j'ai passé toute la nuit derrière. Et je me suis dit, putain, mais il y a des gens qui disent c'est génial, c'est révolutionnaire, il y avait un concept dans cette société-là, le Young People Revolution, et puis t'avais énormément de vidéos, de trucs comme ça, sur des jeunes qui partaient de rien, et je me disais, waouh, je vais faire ça, je vais être comme eux, c'est incroyable, le mec, il était comme as, il est comme ça maintenant, il voyage partout, c'est génial. Moi, j'avais jamais fait ça de ma vie, j'habitais dans une campagne perdue au milieu de la Suisse, tu vois, il y avait plus de vaches que d'habitants, limite, dans ma ville, donc, tu vois, je me dis, waouh. Et donc, je me dis, vas-y, let's go. Et en fait, donc je me donne les moyens, sachant que je suis pas un mec populaire, j'ai pas d'amis, j'ai pas de copains, j'ai pas de copines, j'ai rien. Donc, tu dois vraiment sortir de ta zone de confort pour aller pitcher des gens qui, un, t'estiment pas, deux, te connaissent pas. Mais du coup, je l'ai fait, j'ai fait une conversion, deux conversions, trois conversions, puis rapidement, c'est bien passé. Au point même où je me souviendrai toute ma vie de ça, le soir où j'ai démarré, j'ai trouvé une fille qui habitait à Genève, qui était plutôt populaire dans ce réseau-là, dans ce marketing-là. Et je lui ai écrit, je lui ai dit, hello, je viens de démarrer, je suis pas du tout dans ton équipe, mais j'aimerais beaucoup avoir des petits conseils, si t'as des conseils, etc. Je vois que t'as super bien développé ton truc, c'est génial, bravo. Et en fait, 3 semaines et demie plus tard, elle me répond, ah, désolé, j'étais trop occupé, blabla. Ouais, ça se passe super bien, c'est cool. Bah, écoute, si tu veux, viens à une de nos réunions à Genève, et puis on parlera, et puis je te donnerai des conseils. Et en fait, j'y vais, et ça faisait genre 6 mois qu'elle développait l'activité. Et pour te dire à quel point j'avais charbonné fort pendant ces 3 semaines, que quand j'y vais et j'explique le rang que j'ai, la position que j'ai, ce que j'ai développé, en fait, en 3 semaines et demie, j'avais fait 2 fois plus que ce qu'ils avaient fait en 6 mois avec toute son équipe. Et du coup, je me suis retrouvé face à des gens à Genève que je connaissais pas, où je donnais des conseils sur comment j'avais fait pour développer, plutôt que essayer de prendre des conseils, parce que moi j'étais venu en toute humilité en mode ah, trop cool, heureux de te rencontrer, j'aimerais bien que tu me donnes des conseils, parce que je me rendais pas compte, je voyais juste des trucs sur internet, et même moi je savais même pas que j'avais fait des beaux scores, je me rendais juste compte que les gens qui m'avaient parrainé en dessus, ils m'aimaient plutôt bien, tu vois, c'est tout. Et bref, donc il y a cette prise de conscience, et là je me dis waouh, en fait c'est possible de gagner de l'argent différemment que par le schéma traditionnel, mais concrètement, pas juste ce que tu vois sur internet, sachant que c'était à une époque, tu vois, on est en 2013-2014 là, 2013. Donc il y a pas tout ce qu'on voit sur YouTube et autres. Et après je me dis ok, c'est top. Donc après je fais mon service militaire, et puis après je me dis c'est bien tout ça, c'est cool, mais je reste tributaire d'autres personnes pour aller scaler et déployer. Donc je connaissais pas le terme scaling, mais je voyais que j'étais capé et je voulais pas. Donc je me suis dit bon, moi je vais devoir créer ma propre boîte. Et là j'ai commencé à me renseigner fort sur l'entrepreneuriat, et puis 1 an plus tard ça a démarré. T'es nourri de ces compétences-là en vente, en marketing, pour lancer ta première base qui était dans le marketing digital, ouais. J'ai compris. Ok. Donc t'as fait le tremplin comme ça, quoi. C'est ça. Aujourd'hui, tu considères que c'est quoi la compétence phare, genre ton avantage comparatif à toi? Je dirais l'audace, la confiance en soi, la vente, mais ça va de pair, ouais. Tu vois, ça va de pair parce que se vendre soi, vendre quelque chose, vendre une idée, c'est vendre une vision, c'est vraiment ça ma force. On pourrait appeler ça du leadership aussi, tu vois, mais c'est vraiment ça ma force. Alors que à la base, j'étais pas du tout comme ça, et j'ai dû apprendre à devenir un bon communicant. Enfin, je peux pas dire que j'ai appris, peut-être c'était inné, j'en sais rien, parce que moi je suis pas un gars tu me dirais demain, c'est quoi le meilleur livre que tu recommandes? Je suis pas un grand lecteur, tu vois, j'en ai lu quelques-uns. C'est quoi le meilleur mentor, le meilleur coach? J'ai pas fait j'ai pas de mentor, et j'ai pas fait beaucoup de coaching, ou très peu, voilà. Mais par contre, je suis dans le terrain. Et par contre, ça c'est un game sur lequel il y en a peu qui sont prêts à autant être sous le terrain, autant charbonner, autant prendre des noms, autant prendre des baffes, autant prendre des murs, autant prendre de déceptions, et continuer. Parce que je pars d'un endroit où j'ai rien à perdre, en fait. J'étais même pas à 0, moi, j'étais en dessous de 0. Et quand tu démarres d'en dessous de 0, rien ne te fait peur. Cette audace, qui semble être une compétence de ce que tu me dis. Donc, compétence dit que forcément, t'as ce qu'on pourrait appeler une méthode, une méthodo. Comment, ça serait quoi selon toi? Quelqu'un qui
n'a pas d'audace ou de leadership, voilà, c'est un peu, on est un peu entre les deux termes. Ouais. Qu'est-ce que tu pourrais lui conseiller pour développer justement cet aspect-là? Le premier point, c'est de se détacher complètement du regard des autres. Okay. Le deuxième point, c'est de ne pas vouloir aller trop vite. Parce que souvent, tu vois, quand tu veux aller trop vite et que tu te compares aux autres, c'est cumulé, ton ego, il prend un coup, instantanément. Et si ton ego, il prend un coup, bah, ton estime de toi, elle prend un coup, donc ta confiance en toi, elle prend un coup, donc ta capacité à pouvoir faire preuve d'audace, elle prend un coup également. Ensuite, du coup, identifier une de tes forces, une force, et vraiment l'amplifier au maximum. Parce qu'une fois que tu sais que tu as au moins une force, parce que les gens qui te disent j'ai pas de talent, j'ai pas de compétences, j'ai pas de truc, ils se mentent à eux-mêmes. T'es obligé, t'as au moins un truc, tu vois. Et là, tu l'amplifies à fond. Du coup, t'augmentes ta confiance en toi mécaniquement, et donc ta capacité à avoir de l'audace. Et puis ensuite, c'est comme un muscle. C'est toujours sortir de sa zone de confort. Toujours. Et de plus en plus, jusqu'à atteindre un niveau où tu peux faire n'importe quoi. C'est ce que je conseillerais. Ok, donc en fait, c'est cette question-là d'ego, déjà de positionner son ego. Ouais. L'ego, c'est comment tu te perçois et comment donc les autres vont te percevoir. Ouais. Bien le cadrer pour ne pas se faire bouffer par son ego, et aussi savoir à quel jeu tu joues, quoi. Ça, tu le disais, ne pas se comparer aux autres. Quand tu te compares aux autres, c'est que tu sais pas exactement, ça je l'ai compris il y a pas longtemps, c'est que tu sais pas exactement à quel jeu tu joues. On joue tous à un jeu différent. Peut-être à des jeux plus ou moins similaires, mais on a tous des aspirations qui, si tu creuses, vont être foncièrement différentes de celles du voisin. Donc en fait, quand tu te compares aux autres, c'est tout simplement que tu sais pas exactement toi à quel jeu tu joues. Et donc, pour te raccrocher à quelque chose que tu penses connaître, parce que tu connais pas son jeu à lui, bah, tu vas te comparer à lui. Et donc ça, c'est un truc très connexe entre les deux, entre ton ego et le jeu auquel tu joues. Parce que si t'as un ego qui est mal défini, mal cadré, et qu'en plus de ça, tu sais pas à quel jeu tu joues, là, c'est, là, t'es fini, quoi. Ouais, complètement. Et déjà commencer par ça, et puis après, une fois que t'as ça, c'est, ok, maintenant, voilà le jeu auquel je joue. Bon, bah, je vais faire en sorte, maintenant que je connais mes propres règles, d'y aller à fond, quoi. Et comme tu l'as dit, après, bah, apprendre, accepter d'être nul à ce jeu-là au début, même si c'est ton propre jeu, te manger des noms, te manger des murs, et progresser, en fait. C'est ça. Et un autre sujet aussi lié à l'audace, parce que souvent l'audace, tu sais, c'est oser contacter des gens, oser se mettre en avant, oser, etc. C'est comprendre ce que veut ton interlocuteur, quel qu'il soit. C'est-à-dire que il y a beaucoup de gens qui... Peut-être qu'il y a des gens qui nous écoutent, qui nous regardent et qui se disent « Waouh, putain, Benoît, incroyable ce que tu as mis en place avec Skelesia, avec les jeunes branches, franchement, ça m'inspire, j'écoute tous ces épisodes, etc. » Et ils pourraient te contacter, tu vois, sur LinkedIn, sur n'importe quoi, te demander 2-3 conseils, etc. Mais ils oseront jamais vraiment le faire. Parce que, non mais, il n'a pas le temps, parce que, non mais je vais le déranger, parce que machin. Mais la réalité, c'est que on se connaît pas trop, mais le peu que je te connais et je vois ton énergie, etc., je suis quasi certain que tu aurais même plaisir à répondre à la personne, lui donner 2-3 conseils, parce que tu aurais toi-même apprécié qu'on te réponde aussi. Moi, c'est pareil, tu vois. Et du coup, même, il m'est arrivé, autant je vends des calls à l'heure à certains moments en consulting très très cher, autant il m'est arrivé des dizaines de fois d'offrir une demi-heure, 1 heure de call, même d'inviter quelqu'un à manger juste pour lui donner des conseils, juste parce que j'ai apprécié la façon dont la personne, elle a osé me contacter, elle m'a approché, etc., etc. Et c'est incroyable. Et l'audace, ça t'ouvre tellement de portes. Et là, du coup, je m'adresse à ceux qui peut-être n'osent pas faire certaines choses ou n'osent pas contacter certaines personnes. Et ça peut tout changer, tu vois. Même moi, à un moment donné, lorsque j'ai démarré, il y a certaines personnes que j'osais pas forcément approcher ou contacter. Heureusement que j'ai osé et que je me suis dit, vas-y, t'as quoi à perdre, au pire, c'est un nom, quoi. Et derrière, ça a tout changé. Et des fois, t'es à un contact, à une personne, à une action, à une petite once d'audace de changer ta trajectoire de vie et celle de ton business. Complètement. Je rebondis sur les DM sur LinkedIn, etc., sur les demandes. J'en parlais hier dans un autre épisode, mais je sais pas toi, petite parenthèse très con, mais j'ai ce truc j'ai ce blocage là maintenant psychologique où je vis les messages, mais c'est purement virtuel, hein. C'est pas la sollicitation en eux-mêmes, c'est vraiment l'aspect message en ligne comme des agressions. Mon cerveau les refuse complètement.
qui fait qu'aujourd'hui, je suis dans une dissonance complète entre mon envie, d'aider les gens. Parce que j'ai pas ce rapport-là à mon temps, en fait. Moi, ça me fait plaisir, d'accorder du temps aux gens, etc. Exactement comme toi. Mais ce truc de mon cerveau refuse le canal en question. Donc, je me dis, ça, je compense parce que je produis énormément de contenu. Je suis très content de le faire, etc. Mais j'ai cette frustration-là de me dire, j'ai envie de répondre à cette personne, mais foncièrement, je n'arrive plus à écrire, quoi. Ok. Je n'arrive plus à, tu vois, en mode chat, mail, etc. Ça fait quelques mois que j'ai un blocage complet par rapport à ça. Et toi, justement, c'est quoi tes leviers? Comment est-ce que tu fais en sorte de give first? Parce que on est dans la même mouvance, toi et moi, là-dessus. Comment est-ce que tu fais en sorte d'aider au maximum, d'apporter au maximum à ton prochain? Ouais. Alors, il y a 3 façons. La première, c'est, je rebondis sur ton sujet. Moi, j'ai mis en place des filtres, donc c'est pas moi qui lis mes messages, sauf sur mon numéro WhatsApp, un de mes numéros WhatsApp. Mais la plupart du temps, c'est pas moi qui est derrière, ni LinkedIn, ni Instagram et autres. Il y a des filtres spécifiques et du coup, on me remonte ce qu'on doit me remonter. Donc il y a ça. Ça change beaucoup de choses. C'est pareil, toutes les ads sous les commentaires, toutes les choses comme ça, même les haters quand tu fais de la pub et que tu dépenses beaucoup en acquisition, que tu parles d'argent, tu te fais charcuter, mais j'ai aucune idée de ce qui se dit, de ce qui se passe, tant sur le positif que sur le négatif depuis des années. Le deuxième point, c'est tout ce qui concerne justement la création de contenu sur les réseaux, Instagram, LinkedIn, le podcast, la base mail, tout ce qu'on a pu créer dans le passé, même ce que mes clients maintenant créent pour leurs propres clients. Tu vois, c'est une façon aussi de give first et de donner, ou le fait d'accepter des invitations sur des conférences, des choses comme ça. Là, tu vois, mercredi, je suis en live devant 3-4 000 personnes. Je demande rien du tout pour ça. D'autres speakers demandent effectivement à être rémunérés pour ça. Moi, ça me fait hyper plaisir de donner sans aucun fil, sans rien, des stratégies concrètes applicables, parce que j'aurais aimé justement être là. Et le troisième point, j'ai un cadeau pour toi justement. Ça répondra parfaitement à ça. Un petit mot dessus pour l'occasion, c'est le bouquin. Ah, merci beaucoup. C'est le livre, justement. Mais je voulais en parler, justement. Je voulais qu'on en parle. Parfait. Et je le lis en vitesse et on en discute. Ça va, ça marche. Mais tu vois, c'est ça, c'est justement les nouveaux entrepreneurs. J'avais écrit la caméra. Merci. C'est préfacé par Oussama. Préfacé. Ouais. En tout dedans, il y a 18 intervenants. Parce que j'avais envie d'offrir du concret. J'avais fait ça aussi sur mon premier bouquin. Ce sont des gens qui incarnent parfaitement le message justement du livre, les nouveaux entrepreneurs, où les barrières à l'entrée ne sont plus celles qu'elles étaient. La technologie permet de faire énormément de choses. On va plus en profondeur dans la plupart des sujets justement qu'on a évoqués dans notre épisode là ici. C'est traité aussi dedans, différentes stratégies que je mets en application pour mes clients. Okay. Et tu vois, j'ai pris une décision fin 2021, début 2022. C'était d'arrêter d'accompagner les débutants sur nos programmes payants. Pourtant, on en a aidé énormément, des milliers. On avait différents types de programmes, etc. Et tout ce savoir, je voulais justement avoir un support sur lequel le transmettre. Donc en fait, t'as le livre, certes, qui fait plus de 300 pages, où il y a énormément de valeur, il y a beaucoup d'exercices, des choses concrètes à mettre en place. Et t'as des gens qui, tu vois, sur mon premier livre, il y avait aussi des exercices, on crée des business juste en partant de ce livre, des business à 500K, 1 million à l'année, etc. Il y en a une qui témoigne de ça, qui est une des intervenantes, qui s'appelle Léa, qui a fait ça. Et en plus de ça, il y a 2-3 QR codes dans le bouquin, justement, où la quasi-intégralité de tout ce qu'on a créé sur ces 7 dernières années pour aider les débutants, on l'offre gratuitement à nos lecteurs. Donc tous nos programmes payants, etc. sont disponibles gratuitement justement au travers de ce livre pour leur permettre de mettre en application ça et puis d'avoir toutes les chances. Pourquoi je fais ça? Parce qu'aujourd'hui, il ne s'agit plus d'avoir accès à l'information, mais il s'agit, je pense, d'avoir aussi un cadre, d'avoir de l'accompagnement, d'avoir des choses comme ça. Et on a mis ça aussi en place parce que le but, c'est de permettre à tout à chacun de pouvoir démarrer son activité et développer, quoi. Donc voilà, c'est comme ça que j'essaie à ma manière de give back avec ces 3 leviers, le troisième étant d'actualité vu qu'il est sorti hier, le livre, et ça me fait super plaisir de pouvoir en parler ici.
Trop bien. Mais pourquoi nouveaux entrepreneurs? Les nouveaux entrepreneurs, ouais. Je vois l'entrepreneur. Alors, c'est la première partie. L'entrepreneuriat est mort, vive l'entrepreneuriat. Ouais. Je me transforme en Bernard Pivot, là. Je sais pas si je suis trop gros. Il manque plus que les lunettes, là, comme ça. Mais il y a, ouais, puis il y a ce renouveau-là, selon toi? Ouais, clairement. Tu vois, typiquement, moi, ma mère, elle a son propre business depuis maintenant plus de 40 ans. Okay. À son compte. Elle est esthéticienne, elle a un salon d'esthétique. Mais tu vois, à l'époque, quand tu te lançais dans l'entrepreneuriat, au démarrage, tu devais avoir différentes ressources, tu devais payer ton fonds de commerce, tu devais avoir des stocks, tu devais ceci, tu devais cela. Pareil pour mon père, à un moment donné dans sa carrière, il a créé un restaurant. C'est des centaines de milliers d'euros d'investissement entre les travaux, le machin, les stocks, les machines, les salariés, les collaborateurs, etc. Aujourd'hui, on vit dans une ère, l'ère du digital, le nouveau monde, je l'appelle comme ça dans le bouquin, où n'importe quelle personne qui se donne les moyens, qui en a vraiment envie, qui est dotée de bon sens, qui sait utiliser sa matière grise ou qui a envie de l'exploiter, qui a une connexion Internet et qui utilise soit son téléphone, soit son ordinateur, peut gagner très bien sa vie, voire beaucoup, beaucoup d'argent ou créer un complément de revenus. Et c'est vraiment le message du bouquin, c'est permettre à tout à chacun, si tu veux, de devenir un nouvel entrepreneur, d'utiliser le nouveau monde, les nouvelles technologies pour transformer n'importe quelle idée en un projet concret et un business rentable dans l'ère du digital, ou alors faire cette transition, quelque chose dont on n'a pas forcément parlé aujourd'hui, mais tu sais, cette fameuse transition du digital où la plupart des business en ont vraiment besoin pour pouvoir ne serait-ce que survivre. On parle même pas de scaling, on parle même pas de plus, on parle de survie désormais. Et n'importe quel business de l'ancien monde, s'il se met pas à jour, pour moi, il est voué à mourir. Donc c'est pour ça que j'ai voulu écrire ce livre et c'est pour ça que je l'ai appelé comme ça. Et outre le digital, c'est quoi la différence? Qu'est-ce qui fait la différence entre ce nouveau-là et cet ancien monde? C'est-à-dire, qu'est-ce que tu aimerais conseiller à ces entreprises de l'ancien monde, déjà existantes, pour éviter justement de se manger ce raz-de-marée dans la gueule? Déjà, c'est la capacité à se remettre en question et le fait de pouvoir pivoter de manière beaucoup plus dynamique. Parce que peut-être des fois le processus de décision, de réflexion, etc., il est un peu fatigué, tu vois, il est un peu endormi. Et plus tu montes même dans les structures, plus les structures sont grosses, plus ça devient un paquebot, plus c'est difficile effectivement de bouger ton paquebot. T'as une inertie de malade, c'est horrible. C'est horrible, tu vois. Et moi, je l'ai vécu mais d'innombrables fois, même en accompagnant certaines structures, etc. Et au point où je pétais littéralement des câbles, j'avais pas la patience de. Et c'est un sujet justement que j'évoque. Et je pense qu'aujourd'hui, tu te dois de réussir à être beaucoup plus flexible, à être beaucoup plus dynamique et beaucoup plus en capacité d'avoir des points de pivot forts. Donc il y a ça, d'une part. D'autre part, c'est pas forcément que lié au digital, mais simplement de s'adapter justement aux nouvelles possibilités. Tu vois, typiquement, le remote, c'est un truc tout bête, mais ça change énormément de choses dans la façon de gérer tes équipes, de communiquer, de recruter, etc. Les freelances, aujourd'hui, comparativement à il y a de ça 5 ans, 10 ans, 15 ans, la proportion de freelance qu'il y a dans les boîtes, c'est juste énorme. Certaines boîtes ne sont constituées que par des freelances. Les nouvelles technologies, parlons ne serait-ce que de l'IA. Tu vois, j'ai quasiment tout un chapitre qui est dédié à l'IA dans ce bouquin, qui est un sujet d'actualité et qui va changer énormément de choses, qui va supprimer même des métiers ou en tout cas les faire s'adapter grandement. Et si tu viens pas ancrer justement le dernier point, c'est un vrai état d'esprit lié à cette nécessité de s'adapter et cette volonté de changement, parce que tout changement part d'abord d'une prise de conscience et d'une volonté, sans quoi il y a rien qui se passe. T'es voué à t'éteindre, quoi. L'IA, t'as creusé le sujet? Ouais. Comment c'est une vraie question. Sempiternelle question, elle est déjà sempiternelle, mais le nombre de boîtes que je vois s'interroger sur l'implication de l'IA, t'as déjà l'extrinsèque, c'est-à-dire à quelle sauce on va être mangé, en quoi l'IA va venir nous disrupter, nous casser les genoux par l'extérieur, et la question de l'endogène, c'est-à-dire comment est-ce que je peux l'utiliser comme levier. Toi, tu l'as implémenté dans tes boîtes? Ouais.
Sous quels axes? Avant de répondre à la question plus pratico-pratique, je sais pas comment ça se passe ici à Paris. Parce que moi j'habite à Dubaï et même si je bosse avec énormément de boîtes en France, etc. Mais à Dubaï, vu que je suis aussi j'ai un gros réseau d'entrepreneurs sur Dubaï, etc. L'IA, c'est un sujet d'actualité. Il y a énormément de boîtes qui se développent sur l'IA à Dubaï. Il y a énormément de boîtes qui tournent déjà et qui proposent déjà des services actionnables pour d'autres grosses structures, grosses boîtes à Dubaï. Je prends l'exemple d'un ami qui carrément a, tu vois, il te fait c'est dingue, hein, mais il te fait supprimer toutes tes assistantes, toutes tes secrétaires, tous tes VA, tous tes community managers, tous tes assistants après-vente, etc., ton service après-vente, et il te met des robots IA. Et ce que faisaient 15 personnes aujourd'hui, t'as qu'une personne qui a à le faire. Il set up les IA. Les IA, elles parlent entre elles, elles travaillent entre elles, elles communiquent à tes clients. Il vient juste, comme on dit, la confiance n'exclut pas le contrôle. Ça s'applique non pas qu'à tes collaborateurs, mais aussi à l'IA. Et ça, c'est assez dingue, tu vois. Donc, c'est un cas pratico-pratique de même grosse boîte. Tu vois, il a un de ses clients, c'est Honda de tous les Émirats. Et ils ont stuffé toute leur équipe marketing avec une IA. Leur CMO, c'est une IA. Donc c'est pour te dire à quel point c'est assez c'est fou, quoi. Donc je pense que oui, il y a une révolution. Oui, ça peut faire peur, mais encore une fois, c'est seules les personnes qui ont mis tous les filtres d'antifragilité, pour reprendre le concept de Nassim Nicolas Taleb dans Le Signe Noir, sauf erreur, justement en place non pas juste sur leur business, mais sur leurs compétences, sur leur présence, sur leur utilité, vont pouvoir non pas se faire supprimer par l'IA, mais s'améliorer avec l'IA et se positionner différemment. Et moi, je vois vraiment ça comme ça dans mon business. C'est-à-dire que finalement, avant, après IA, dans mon cas, j'ai pas remercié les collaborateurs, je les ai juste, je leur ai juste permis d'être focalisés sur leur vraie zone de génie, sur de l'apport de valeur ajoutée supplémentaire par rapport à ce qu'ils faisaient déjà, utiliser l'IA comme étant un assistant qui leur permet d'avancer sur beaucoup de choses. Aujourd'hui, 80% de nos posts, par exemple, sur Instagram, où je suis pas mal présent, que ce soit sur Entrepreneurs.off, Alec Henry ou autre, c'est de l'IA. Certains scripts même de certaines vidéos, c'est de l'IA. Ou en tout cas, à 80%. Après, il y a un copywriter qui vient et qui va venir les ajuster, les améliorer. Parce que tu peux pas tout faire par de l'IA. Mais c'est hyper important. Et puis après, tu as des IA entraînées. C'est-à-dire que tu as juste la façon de faire ChatGPT normal, je pose une question. Tu as la façon de savoir faire un prompt parfaitement. Et tu as la façon de créer ta propre IA ou d'utiliser des outils alternatifs où là, justement, tu vas pouvoir entraîner ton IA sur des bases spécifiques et puis aller encore plus loin. Donc, voilà, moi, je l'utilise sur pas mal de plans, sur de la création de contenu, sur du SAV, sur même, tu vois, j'ai mis en place un filtre où maintenant, nos collaborateurs ne vont pas demander à la personne qui est responsable quand ils ont une question. D'abord, ils demandent à l'IA. Si l'IA ne leur donne pas la réponse comme il se doit, là, ils demandent à la personne. Et du coup, on évite mais tellement... Tu décongestionnes de fou. Ouais. Exactement, tu décongestionnes énormément de choses et tu gagnes beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Il y a un outil qui s'appelle ingest.ai qui est incroyable. Tu parlais d'éducation d'IA custom. C'est un outil à qui tu donnes à manger tout le contenu que tu veux. Ouais. Tu peux lui donner plusieurs milliers de pages. Et donc, tu peux créer le Alec GPT, quoi. C'est juste hallucinant. Ouais. Et je souris parce que je l'ai fait. Tu l'as fait, donc c'est effrayant parce que tu lui poses une question, il verbalise la réponse. C'est pas juste une réponse que tu aurais pu dire, c'est mot pour mot. Exactement. Avec tes mots, tes expressions, tes trucs, ce que tu dis. Et limite, je me suis dit, ouais, mais je me souviens. À quoi je sers maintenant? C'est ça, et je me souviens l'avoir dit dans une vidéo, quoi. C'est incroyable. Et à quoi je sers, effectivement. Et après, quand tu pourras lui mettre ta tête et ta voix, et ça, c'est assez dingue. Et tu le disais tout à l'heure, pour moi, il y a un truc à comprendre avec l'IA. Je l'ai déjà répété plusieurs fois, mais c'est fondamental de le comprendre. C'est que l'IA, il y a la singularité, pour moi, elle est pas technologique. Parce que l'IA, en fait, ça fait des années que ça existe, ça fait des années qu'on l'utilise sans même en avoir conscience. Nos réseaux sociaux, 80% de ce qui s'est passé de l'IA, les algorithmes, c'est des IA. Donc, elle est pas technologique, c'est juste que la rapidité de calcul évolue constamment, mais on n'a pas changé, on n'a pas shifté, en fait, de trajectoire. Ma singularité, pour moi, elle est philosophique dans le sens où ça donne le pouvoir à ceux qui ont des questions, là où avant, le pouvoir était à ceux qui avaient les réponses
qu'il y avait les leviers. Donc pour moi, ça rebat complètement les cartes. Et en fait, comme tu l'as dit, quand t'as compris ça, t'as compris qu'un salarié, t'as pas vocation à le remplacer par une IA. T'as vocation à lui apprendre à l'utiliser. Et j'ai des personnes dans la boîte qui ont x10 leur output, leurs résultats, grâce à l'IA. C'est juste hallucinant. C'est-à-dire que un des membres de mon équipe média ne sait pas coder. Il a codé une app pour le repurposing en 1h30 avec ChatGPT. C'est juste hallucinant, en fait. Donc, en fait, t'as deux axes. Soit t'es un expert dans une thématique, tu vas pouvoir te décupler tes résultats. Pourquoi? Parce que tu as ce contexte-là et tu peux demander à l'IA contextuellement de produire quelque chose qui va être au-dessus de la moyenne que tu vas pouvoir refine ensuite. Ouais. Et là où tu vas consacrer 100% de ton temps à un seul contenu de zéro en partant de zéro, bah là, tu vas pouvoir, comme tu l'as dit, faire le 80% et toi ensuite, bah, nécessairement, tu vas pouvoir consacrer 20% de ce temps-là à 5 contenus différents. Donc, tu x5 ton output. Et ou alors compenser des lacunes en les déléguant à l'IA. Et donc, en fait, pour moi, ça n'a pas lieu de détruire, en tout cas, des métiers intellectuels, mais plutôt de les amplifier, de les décupler. Donc, en fait, pour moi, c'est pas un jeu à somme nulle. Il n'y a pas d'alternativité entre l'IA et l'humain. C'est plus une sorte de symbiose. Et c'est très cool d'avoir en tout cas tes retours, savoir comment tu l'utilises, parce que c'est un petit peu nébuleux. Beaucoup de boîtes qui te donnent pas mal quand même. Ouais. T'as tout le monde qui se hype autour, mais il y en a peu qui l'utilisent vraiment au quotidien finalement. Clairement. Ouais. Et alors que pourtant t'as des trucs, t'as des cas d'usage de malade mental, mais ça demande des compétences à part entière. Tu parlais de prompt engineering. Ouais, faut apprendre à rédiger un vrai prompt. Et il nous reste 5 minutes. Après, je dois te laisser. Exact. Mais on aurait pu parler des heures encore, hein. Bah, c'est pour ça que je te réinvite. Ouais, avec plaisir. Avec plaisir. En plus, j'aime beaucoup réinviter plusieurs fois. Là, on faisait un épisode juste avant. Bah, t'as croisé Kevin et Jordan. Ouais. Qui étaient déjà venus chacun plusieurs fois. C'était leur 3e fois dans les jeunes branches. Excellent. Et en fait, j'aime beaucoup réinviter. Ça permet à chaque fois d'explorer différents plans. Et puis, forcément, la relation s'améliore, enfin, se renforce au fil du temps. Et donc, c'est d'autant plus d'insights intéressants à sortir. Ouais. Donc, tu reviens quand tu veux. Merci. Et j'aimerais bien terminer avec potentiellement 2 questions, mais déjà une première. Ouais. Là, ça a été quoi tes grands apprentissages, là, tes 3 grands apprentissages de cette dernière année? Alors, cette dernière année, c'était... Alors, c'est pas un apprentissage de cette dernière année, mais je l'ai appris 2 fois, parce que j'ai fait l'erreur plusieurs fois. C'est bien les réapprentissages aussi. C'est ça. Tu peux pas être exigeant avec des gens comme tu l'es avec toi-même. Peu importe leur niveau d'implication, peu importe s'ils sont associés, incentivés ou autres. Mais moi, par le fait que je suis extrêmement exigeant avec moi, je peux parfois dépasser certaines limites et l'être trop avec certains. Et ça peut pousser le bouchon trop loin. Et ça, c'est arrivé. C'est arrivé avec une personne, un bon élément en plus. Et tu constates après que du coup, déjà, tu perds l'élément. C'est le premier point. Et le deuxième point, la barrière entre l'amour et la haine et l'admiration et le dégoût, elle est extrêmement fine. Très, 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 très fine. Et c'est ce qui est arrivé, tu vois. Et c'est une leçon qui coûte cher en termes de temps, en termes d'énergie. Et puis ça m'a offert une petite gifle, une petite gifle quand même. Et c'est intéressant de le partager. Et surtout que c'était une 2e fois. Ça doit être dans mon tempérament, tu vois. Il faut vraiment que je travaille là-dessus. D'ailleurs, je travaille là-dessus. L'autre leçon, si t'en veux 2, je dirais. Cette année, j'ai énormément amplifié mon réseau, notamment à Dubaï, etc. J'ai organisé des events, je connecte beaucoup les gens. Quelqu'un arrive, parce que les gens sont de passage à Dubaï, et moi je suis un peu le connecteur. Arrive, tu vas rencontrer des gens, ok, tu fais quoi? Ok, je pense à cette personne, tac, je peux te présenter, tac. Et puis en fait, je suis arrivé à un moment où je
je m'en rendais pas compte, mais je connectais tellement les gens que j'ai créé des opportunités folles pour certaines personnes, des associations, des deals, des partenariats, des choses comme ça, au point où, là, en ce moment, ça fait plusieurs semaines où toutes les semaines, j'ai des gens différents qui font limite du forcing pour me rendre service, pour me rendre l'appareil. Parce que inconsciemment, sans même le vouloir, parce que mon intention, c'était pas de donner pour recevoir, j'ai créé une dette de réciprocité tellement grande auprès de certaines personnes, et on parle de dizaines de personnes différentes, que ça t'offre encore plus de force. Et en fait, tu amplifies ton influence, entre guillemets, ou tout du moins ta capacité à avoir de l'influence ou à avoir des possibilités, des leviers d'influence, juste en aidant et en donnant. Et ça, c'est une bonne prise de conscience que j'ai eue, parce que la plupart des gens aujourd'hui, on est dans une société où on attend toujours de l'autre et on donne pour recevoir, où tu vois, on n'est pas dans ce truc de vraiment avoir l'intention d'aider sans vouloir quelque chose derrière, tu vois. Et moi, c'est vraiment mon cas. C'est vraiment mon but, en tout cas, quand je suis dans cette démarche de juste, ça me fait plaisir de connecter, parce que j'aurais voulu qu'on fasse ça quand je suis arrivé à Dubaï. Et ouais, c'est pas mal. Et pour finir, comme ça, on finit sur un triptyque. Ce serait quoi le conseil que tu aimerais donner au toi d'il y a 10 ans? Je réponds souvent à cette question et c'est toujours la même, c'est j'en donnerai aucun. Parce qu'en fait, tout est déjà parfait. Tu vois, tout ce qui s'est passé dans ma vie, dans ta vie ou dans la vie de quelqu'un d'autre, les choses les plus positives comme les choses les plus négatives, je pense qu'elles ont un but, elles ont un sens, elles sont là pour ça, elles sont là pour forger une personnalité, forger une personne. Donc moi, j'irais pas forcer la chose. Si j'avais l'opportunité de me retrouver face à moi il y a 10 ans et que je devais dire un truc, franchement, je regarderais dans les yeux, je dirais rien du tout. Suis le process, tout est parfait, tu vois. Il est comme ça, mec. Voilà, c'est ça. Alec, merci beaucoup. Merci à toi, c'était un plaisir, très vraiment très cool. Très cool, et tu reviens quand tu veux. Pareil, tu viendras sur le déclic, puis après on ira se faire une grosse séance à la salle. Ah, avec grand plaisir. Allez. Grand plaisir. Tu sais que les gens n'aiment pas s'entraîner avec moi parce que je suis trop dans mon truc. Parfait. Je suis sûr que toi aussi, t'es full déter. Je suis déter, ouais. Donc avec on ira grand se faire une plaisir. séance jambes si tu veux. Et carrément. Tu sais que c'est ma séance préférée. Ah, moi j'aime bien aussi. Ouais. Putain, il y en a tellement peu qui apprécient. Et je te ferai un retour sur le livre qui est bien d'eau de jus. Et 520 grammes. Je vois des matrices de partout, j'adore les matrices, je vois des frameworks de partout, j'adore les frameworks, donc je pense que je vais m'éclater. Ouais. Et courez, jetez un œil parce que ça a l'air vraiment fatos. Et comme d'habitude, j'ai pas progressé en outro, donc on se quitte là-dessus. C'était Les Jeunes Branches avec Alec Henry. Ciao à tous. Ciao, merci.